Bienvenue à tous sur Kavi Média, le média du développement. Nous sommes à vendredi 8 décembre 2023 au menu de l'actualité. Au menu de ce numéro, évidemment, il n'est plus en secret pour personne. Le responsable du retrait du Joma Média et du bouquet Canal est désormais connu à la grande surprise ou à la surprise générale. C'est bien l'autorité de régulation des médias en République de Guinée qui en a donné l'ordre. Le système, quand il nous tient, rien ne nous retient. Dans un courrier en date du 6 décembre 2023, la direction générale de Canal Plus Guinée a été saisie par un courrier de la haute autorité de la communication dont nous détenons copie, leur exhortant de retirer Joma TV et Joma FM pour, je cite, des raisons de sécurité nationale, sans délai et jusqu'à nouvel ordre, sans aucun détail sur la raison évoquée. Joma Média a donc été retiré. Sale moment pour la presse en général et pour Joma Média en particulier. Le système est vraiment incroyable. Qui l'aurait cru? Transition en Guinée, pourtant bien partie. La conduite de la transition est loin de faire l'unanimité depuis plusieurs mois maintenant. De crise en crise, les positions s'enlisent et les acteurs s'éclipsent. La plupart en exil. Ces acteurs sociopolitiques n'excluent plus de reprendre les manifestations de rue, bien que périlleuses pour des familles. Ils pensent que c'est le meilleur moyen ou c'est le moyen ultime de se faire entendre en vue d'accélérer un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Est-ce le meilleur moyen? Nous lançons le débat dans cette émission, le scanner. Et dans la dernière partie, nous parlerons sport, élection à la Fédération guinéenne de football. Le président Mamadi Doumbouya met fin à la récréation. Il a invité le Premier ministre Bernard Gomou, le ministre des Sports Beya Diallo, en présence du secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Lanciné Kabassan, à mettre fin aux embrouilles pour organiser le scrutin au plus tard en janvier. Comme le préconise la FIFA, le colonel a été catégorique. Seuls les candidats éligibles participeront à cette élection. Et comment mettre fin à ces bisbilles qui ont longtemps miné le football guinéen? Nous revenons sur le début de cette crise qui a miné le football guinéen depuis plus de 10 ans dans cette émission. Le scanner, voilà entre autres sujets à débattre dans ce numéro du vendredi. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous lançons les hostilités. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Vous nous écoutez sur la 89.5, vous êtes sur Kavi FM, vous nous regardez sur le canal 500, vous êtes sur Kavi TV, canal 500 du bouquet StarTime évidemment. Vous nous suivez via notre site d'information ou notre site internet siaminfo.com. Merci une fois encore de votre fidélité. Nos excuses aux téléspectateurs et aux internautes du côté 1 qui nous suivent via notre page Facebook. Nous sommes dans le paradis, vous allez comprendre le reste. Sur une page aujourd'hui, depuis le matin, nous n'arrivons pas à émettre de ce côté, mais ce n'est que partie remise. Vous pourrez nous suivre sur la 89.5 en bande FM et sur la télé, le canal 500 du bouquet StarTime. Avec moi, autour de moi, pour débattre des différentes actualités annoncées pour ce numéro, Akila Ali Badara en noir ce matin. Le PP, l'ambassadeur de l'Axe, Akila, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Djenab Diallo, la Tigresse, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yaya Diallo, enquêteur en chef, coordinateur de cette émission. Bonjour à tous. Si vous me permettez, c'est sur cette façon de conduire à travers notre ville, sur l'axe Sonfonia-Kagbele. En moins de 2 semaines, on a assisté à plus de 4 accidents mortels. Je crois que ça doit interpeller l'État. Nous sommes en plein cœur de la ville de Conakry, où on assiste à un véritable incivisme de la part de ces conducteurs-là. Et à l'État aussi de prendre sa responsabilité, parce que je vous en avais parlé, la réflexion de cette route de la T10 vers le carrefour Kagbelin
ça a commencé, ce qui explique un peu l'étroitesse de la route, puisque c'est sur la même voie que les véhicules sont en train de passer. Donc, les gens qui étaient habitués aux deux voies, aujourd'hui, c'est une seule voie, ce qui fait quelquefois... qui crée des bouchons interminables. Qui crée des bouchons interminables et quelquefois même des accidents mortels, puisque vous connaissez très bien que ce que le peuple de Guinée a ce qu'on appelle en commun, c'est cette impatience dans le cadre même de cette conduite-là. Vous vous rappelez, hier, on était en cours de route quand nous rentrions chez nous et on a trouvé quand même quelque chose d'assez grave extraordinaire au niveau du marché d'Anta. Ouais. En pleine route, on a trouvé des femmes étalasistes qui vendaient et puis voilà, donc qui étaient à l'origine de tout ce que nous avons constaté comme bouchon. Ouais. Et vous imaginez puisque ça arrive souvent et au marché d'Anta, c'est un marché accidentogène. On a assisté à plusieurs années là-bas à des accidents, quelquefois très mortels, parce que c'est des camions quelquefois dont le frein lâche complètement le chauffeur et qui finissent leur course. Leur course à travers ces étalagistes-là et qui créent effectivement un véritable émoi au niveau de la République. Donc, aux autorités, en premier lieu, de prendre les responsabilités. Parce que nous sommes dans une république, ce qui sous-entend que nous sommes dans une société organisée où il y a des principes, des règles qu'il faut respecter. Celui qui ne respecte pas cela, je crois qu'il s'exposerait naturellement à des sanctions. Et c'est ce qui ne s'effectue pas au niveau de notre police. La police, elle est apte à s'en prendre aux petits chauffeurs, à les retirer de l'argent qui n'arrange pas. Je crois que la meilleure façon de chercher de l'argent, et ça c'est pour l'État, c'est d'appliquer ces principes routiers-là. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, conduire en Conakry, c'est un véritable casse-tête parce que à tout bout de champ, vous pouvez être dans votre droit et vous pouvez respecter toutes les règles possibles, mais à tout bout de champ, vous pouvez voir quelqu'un qui peut venir vous percuter et puis voilà, finalement, vous êtes le perdant. Et ça, je crois que le premier responsable dans ça, c'est l'État. À l'État de prendre sa responsabilité. S'ils n'ont pas un effectif complet qui peut régulariser cette circulation-là, parce que c'est assez dramatique, cette délinquance routière qu'on constate là, moi je n'en peux plus et je crois que c'est le commun de Guinée. Aujourd'hui, c'est une revendication collective. Il faudrait que l'État puisse prendre sa responsabilité pour mettre fin à cette anarchie routière. Oh, je n'aimerais pas être à la place de Mamadi Doumbouya parce que pour gérer ce pays, c'est un véritable casse-tête. Là, on parle de responsabilité citoyenne et non pas que de l'État. Il faut le rappeler à Diallo parce que ceux qui s'y attellent sont des personnes, sont des citoyens qui voient le danger, mais qui acceptent d'affronter ce danger. On a vu comme cette dame hier du côté de Anta, on a même garé pour l'observer. Deux dames. Deux dames. Ouais. Mais honnêtement, j'étais stupéfait. Honnêtement. Ce pays est magnifique. En plein milieu de l'autoroute. En fait, ça ne la dit rien. Elle est assise tranquillement. Elle ne craint ni pour sa vie. Elle n'a ni peur. Et permettez-moi d'aller jusque plus loin. C'est comme si elle n'avait pas un éveil de conscience. Honnêtement, j'ose le dire. Il faut aller plus loin. Au niveau du marché de la cité, Anko 5, c'est encore pire. Ouais. À Sonfonia marché, on n'en dit rien. Donc, c'est devenu un malheur collectif. Ouais. Et là, à un certain niveau, je crois que l'État en est le premier responsable. Bien. Parce que je crois que... Il faut aussi appeler à la responsabilité citoyenne. Oui, effectivement, puisque on en a fait... Vous savez, à un certain niveau, je parle de cette force coercitive de l'État, que l'État en a bien le droit d'exercer sur un certain nombre de citoyens délicats. Puisque l'État en a fait à travers les collectivités locales, à travers les mairies, je suis témoin, ils ont sensibilisé, notamment le maire de Ratoma, à travers les jeunes volontaires que dirige notre ami Baldé. Je crois qu'ils en ont fait une sensibilisation dans tous ces marchés-là pour dire aux femmes, vous êtes en train d'exposer vos vies et vous êtes en train de participer à tous ces bouchons que nous sommes en train d'assister ici. Donc, essayez d'aller au sein du marché pour pouvoir, faire votre vente. Ce qui n'est pas le cas au marché de Sonfonia. Vous venez, mais les femmes-là sont au milieu de la route, là. On ne peut pas admettre cela. Donc, c'est en cela que je dis, au-delà de cette responsabilité citoyenne, à l'État de sévir. On est à ce stade-là aujourd'hui. Ceux qui ne respectent pas et ne s'y plient pas,
Mais à l'État de sévir, c'est de son droit. C'est ce qu'on appelle la force légitime de l'État. Bien, c'est Voilà. très important. On parle de ce premier sujet à présent, Akil Ali Badara. L'alerte a été donnée hier, tard dans la nuit. Ce courrier qui interpelle, ce courrier de la Haute Autorité de la Communication, qui, je rappelle, je cite, parce que j'ai vraiment envie de citer cette partie, que pour des raisons de sécurité nationale, Joma Media a été retiré du bouquet Canal. Ils ont juste servi cette institution de cobaye. Sinon, on sait que la HAC n'en est pour rien. La décision qui a été prise par les autorités de la République, vu que la HAC, sous l'influence de certaines personnes au sein de cette administration, ont décidé de pousser la HAC pour faire une sortie, démonter toutes ces accusations allant dans le sens d'incriminer les ennemis de la presse et pour ne pas que ces personnes soient servies de bananes affrétées. C'est pourquoi la Haute Autorité de la Communication a fait ce communiqué. Ouais. Mais c'est dommage parce que la personne qui gère cette institution a construit une grande bâtisse côté carrière. Ouais. Et aujourd'hui, si cet exemple-là des autres journalistes de cette nouvelle génération, si cet exemple de journaliste qui avait cette carrure, qui s'est lui-même battu pour aujourd'hui cette liberté, se lance dans une telle voie, c'est que de l'autre côté, on n'a plus d'espoir dans ce pays. Et ça veut d'ailleurs dire que cette république est devenue la république de désespoir. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver à ce groupe de médias Joma, ça doit interpeller tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de radios qui sont coupées après 36. On ne peut les écouter qu'à Conakry. Mais au-delà de là, les périphéries et autres, on ne peut plus écouter ces médias. La Haute Autorité de la Communication, parce que quand vous lisez le communiqué, pour moi, c'est courrier. Le courrier, pardon, il est tellement laconique qu'on n'avait pas besoin de faire un communiqué. Et c'est le lieu d'ailleurs de le rappeler. Joma doit avoir ce courage de poursuivre d'abord son partenaire qui est Canal+. Parce que si vous avez signé un contrat, pourquoi Canal peut se précipiter ainsi pour mettre un terme à cela sans faire au moins une communication pour éclairer la lanterne des gens? Attention, on parle de sécurité nationale. La sécurité nationale, mais qu'on arrête quand même de se foutre des gens dans ce pays. On veut parler de quelle sécurité nationale? Ceux qui imposent la sécurité sont les premiers même à violer toutes ces règles. Est-ce que là, on va parler de communiqué national? Vous savez, il y a un problème dans ce pays. Comme c'est un vendredi de développement, ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce qu'on a fait carrément l'entrepreneur. Voilà. Joma, au-delà des médias, Joma est une entreprise. Une entreprise qui emploie des personnes, des Guinéens, qui essaie de promouvoir le contenu local. Aujourd'hui, toute cette main-d'œuvre, tous ces emplois sont menacés. Ouais. Joma, c'est une histoire à part. On n'est pas là en train de parler de Joma parce que Joma est simplement un média. On parle du Joma en tant qu'entreprise. Parce que nous, notre ligne éditoriale, on parle des entrepreneurs. On fait la promotion des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat. On s'inscrit dans le sens du développement. Mais le fait de fermer Joma, est-ce que cela va dans le sens du développement? Je dirais non. Non, pour plusieurs raisons. Il y a quand même des téléspectateurs qui... Joma a son audimat, tout comme Kavi Média et d'autres médias. Si aujourd'hui, ceux-ci ou ces derniers sont privés de cette liberté, privés de ce droit, aujourd'hui, il faut craindre. Il faut craindre parce qu'aujourd'hui, c'est Joma. Demain, ça peut être n'importe quel média en République de Guinée. C'est vrai que, je l'ai tantôt rappelé dans ce studio, nous journalistes en République de Guinée, on a une certaine liberté que certains pays n'ont pas. Toi, tu connais de quoi je veux parler, tu connais un peu les réalités en Guinée-Bissau, nous savons les réalités au Sénégal, parce que nous échangeons avec des amis comment je peux dire ça, qui vivent de ce côté. Aujourd'hui, Joma gelé. Ouais. Les comptes sont gelés, nous le savons, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Cela n'a pas empêché aux médias de continuer. Cela n'a pas empêché le média de continuer. Joma a continué son combat. Joma a essayé de préserver ses emplois. Oui, je comprends tout cela. Mais aujourd'hui, vouloir couper Joma sans une information préalable, là, c'est une violation.
honnêtement, au-delà de Canal, il y a les autorités guinéennes. Je ne sais pas ce qui lie les autorités guinéennes à Canal Plus Guinée. Je ne sais pas. Je ne maîtrise pas ces tests. Mais ce qui reste clair, le fait pour la HAC de couper les signaux de Dioma sans informer Dioma, là, je pense qu'il y a une violation. Là, il y a une violation. C'est une violation flagrante de tous les droits. Et je crois bien que c'est au-delà même des médias, tous les entrepreneurs devaient aussi se lancer dans la même optique que nous, journalistes, qui sommes en train de dénoncer aujourd'hui cette pratique. Parce que c'est illogique que la HAC s'interfère ainsi. La HAC, elle défend la presse et elle est aussi elle est une sorte l'autorité de régulation. L'autorité de régulation, une sorte de médiation entre la presse et les autorités, le gouvernement. Mais si aujourd'hui, la HAC, parce que je suis déçu, hein. Ouais, non, sérieusement. Moi j'étais étonné, pas dessus. Étonné, connaissant la personne qui dirige cette institution, j'étais vraiment étonné. En premier lieu, pour te dire vrai, quand j'ai reçu le premier courrier d'une personne, d'une grande personnalité de ce pays, j'ai cligné des yeux. J'étais là comme pris entre le marteau et l'enclume. Entre-temps, je reçois une autre capture transférée d'une autre personne que toi et moi on connaît déjà. Donc vous voyez, j'avais deux informations identiques au même moment. De deux personnalités de ce pays, de deux personnes très très crédibles. J'ai dit, oh, ça c'est grave. C'est très grave. Non, et là, pour ne pas te mentir, j'ai pris le soin de contacter nos confrères de Dioma, des responsables de ce côté, pour leur dire, attention, on va arrêter de crier au feu. On connaît maintenant les responsables. Ce n'est pas à moi de vous le dire, je vous transfère le document. Parce que ça, c'est de notre responsabilité, de les informer, d'attirer leur attention. J'étais vraiment abattu. Oui, connaissant la personne, connaissant son parcours, non, c'était trop pour moi. C'était de trop pour moi. Sérieusement. Honnêtement, je ne veux pas faire de procès de personne. Sérieusement. C'est pourquoi je ne citerai pas de personne. Moi, j'accuse toute la haute autorité de la communication, pas que le signataire. Vous savez, cette haute autorité de la communication peut-être... Comme il y a des commissaires. Quand vous prenez l'ensemble de cette haute autorité de la communication, s'il y a parmi eux des journalistes, des anciens journalistes qui sont aujourd'hui commissaires, sont tous devenus des militants. Au temps d'Alpha Condé, on sait. Ouais. Comment les gens ont été voilà, ils ont recommandé des militants. Ouais. Certains militants venus de différents bords politiques qui aujourd'hui composent cette haute autorité de la communication, mis à part le doyen Yacine Gallo. Et je l'ai toujours rappelé dans ce studio parce que je ne l'oublierai jamais jusqu'à ma mort, qu'un commissaire se lève et s'arrête devant moi pour me dire qu'il ne savait pas c'était quoi nada. Parce que j'ai été convoqué à la haute autorité de la communication. Mais sérieusement, quand il me l'a dit, je l'ai d'abord regardé. Avec tout ce background qu'il a et puis non, ancien journaliste. C'est pas un langage, un langage courant. Hein, ou surtout, non, je comprends. Je comprends. Familier, nada, je crois bien, c'est en espagnol. Hein, c'est une expression prêtée. Oui, merci. Mais ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est quand il m'a dit que je dois arrêter quand je gérais la page d'un autre média. Quand je gérais cette page, il m'a dit non, tu ne dois pas écrire nada. Hein, dans tes publications. Ça me faisait marrer. C'est là que j'ai compris qu'on devait vraiment refaire cette haute autorité de la communication. Mais aujourd'hui, aurait été moi à la place de M. Yacine Gallo, je vais quitter. Je vais démissionner. Parce que je ne peux pas construire. Il y a des réalités que les yeux ne peuvent pas voir. Exactement. Je ne peux pas construire toute une carrière. Par après, on me confie une tâche, et cette tâche de responsabilité que j'aurai, que par après, j'ai le temps de pactiser avec le diable. Je ne le ferai pas. La dignité d'un homme, elle est sacrée. Ouais. Il faut qu'on te tue pour ta dignité, mais qu'on ne te tue pas ou que demain, tes enfants passent, on pointe du doigt pour dire leur papa gérait tel. Il n'a pas été digne de foi. C'est dommage.
il faut bien vendre sa carrière, il faut maintenir, soutenir même, s'opposer contre ceux qui veulent piétiner ta dignité. Bien. Il a de l'expérience en administration, plus que tous ces ministres réunis aujourd'hui. Mais si ce qui est en train d'arriver à Djoma et qu'on n'ait pas ce sens élevé de responsabilité, parce qu'ils oublient une chose, c'est les pères de famille qui sont à Djoma. Bien. Et si on envoie ces pères de famille au chômage, ouais. Vous avez vu, beaucoup l'ont fait. On a assisté à bon nombre de choses. Qu'ils arrêtent un peu. C'est la République et elle demeurera. Bien. Djenab Diallo, est-ce que Djoma Media représentait véritablement une menace pour la sécurité nationale? Moi, je continuerai en tout cas à me poser cette question, à savoir en quoi Djoma Media pourrait réellement être une menace pour la sécurité nationale. Qu'on puisse au moins expliquer cela, parce que les gens ont envie de comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser des mots pour les utiliser et priver les uns et les autres de leurs droits. Qu'est-ce que Djoma a fait qui ne méritait pas, en tout cas, s'il faut une lettre qui avise, pour leur dire attention, vous êtes en train de sortir de votre ligne éditoriale, ou que l'éthique et la déontologie ne vous permettent pas de travailler comme ça. Ouais. Mais on a vu quand même cette sortie du directeur général Khalil Oularé qui a clairement dit qu'ils n'ont jamais été saisis d'une lettre de la HAC. Donc c'est à leur forte surprise, comme tous les Guinéens, qu'ils ont su que c'est la HAC qui était derrière ça. Parce qu'au début d'abord de sa sortie médiatique, il était dit que c'était les autorités de la place. C'est ce qui se dit. C'est après qu'ils ont vu la note adressée à Canal+, et qu'on a vu le cachet de la HAC, qu'on a tout de suite compris que c'était le président de la Haute Autorité de Régulation des Médias qui était derrière tout ça. Moi, ce qui me frustre aujourd'hui, c'est quand Akila le disait tout de suite, c'est quand on se réfère un peu de ce parcours élogieux de ce monsieur, on se demande qu'est-ce qui se passe réellement avec monsieur Yassine aujourd'hui. Vous vous rappelez du cas Gangan, lorsqu'on a accusé Gangan d'avoir relayé une information sur la mort du président Alpha Condé. On a vu la sortie de la HAC, de son président, qui avait appelé tous les journalistes aujourd'hui de la Guinée ou de Conakry de se retrouver au niveau de la gendarmerie de Yimbaya. C'est ce qui avait même valu le déplacement du directeur, parce qu'il avait passé la nuit là-bas, en garde à vue, du côté de l'Éco 3 de Matam. Et je crois qu'il avait tenu vraiment un discours responsable en tant que président de la HAC. On se rappelle encore, c'était le seul directeur général à l'époque de Conté à avoir eu cette audace-là de démissionner comme directeur général de la RTG. Il était le seul journaliste qui était capable vraiment de prendre la parole. Avant l'arrivée de la dame. Oui, avant celle-là. C'était le seul qui pouvait prendre la parole et dire ses 4 vérités au président Lansana Conté et qu'il l'écoute. Parce qu'il aimait ce professionnalisme qu'avait l'homme et son honnêteté. Et il a toujours encouragé de travailler dans ce sens, jusqu'à ce que Conté parte. Yassine était son fils. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé cet homme-là? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette pression qui est derrière lui, qui aujourd'hui est en train de ternir son image? La pression, elle est connue. On ne va pas révéler ça. En tout cas, la pression, quand même, elle est connue. Pour tous les journalistes, elle est connue. Vous savez, le dossier est pendant la CRIEF. Je vous ai toujours dit, ce n'est plus Boubacar Yassine Diallo qui gère la HAC. La HAC, comme d'autres institutions, sont aussi inféodées par le pouvoir public, on le sait tous. L'émission de l'exécutif. C'est dans toutes les institutions aujourd'hui, toutes les institutions. Donc je pense que la seule voie qui pouvait en tout cas aider à y remédier à travers ces mots-là, c'était la presse qu'on est en train aujourd'hui aussi d'éteindre petit à petit. Donc cette volonté aujourd'hui, elle est visible. Si hier, il y avait des gens qui doutaient vraiment de tout ce qu'on disait, aujourd'hui c'est sur la place publique. Il n'y a plus rien à dire. Je pense que nous devons être, comme on le dit tous les jours ici, être plus soudés qu'on l'était avant, parce que ça craint. Ça craint. Moi, je n'ai plus de doute qu'il y a déjà un agenda caché derrière tout ce que fait aujourd'hui le CNRD.
Hier, peut-être, ils pensaient que tout était politique quand on le dit. Mais si on éteint la presse, la seule voix qui peut donner la voix aux autres, si on éteint la presse, qu'est-ce qui va rester? Rien, absolument. Donc, je ne vois pas en quoi l'acharnement vers Joma Media, c'en est de trop. Je pense qu'aujourd'hui, Joma peut porter plainte contre Canal+. Est-ce qu'il y aura gain de cause? Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Cette non-robustesse de nos institutions. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire félicitations à l'ancien ministre Mohamed Beavogui, qui a su dribbler les dribbleurs aujourd'hui de toutes nos lois. Non, qui s'est tiré. Non, je dis, je préfère le mot dribbler. Non, il s'est tiré. En fait, Beavogui avait démissionné. Hein. Voilà. Il n'y a pas de... On évite tout quiproquo. Il avait démissionné. Mais cette jeune n'aime pas le mot démissionner. Oui, mais attention, il est sorti du pays avant de démissionner. Oui, il a été... Voilà, c'est pourquoi Attila parle. Il les a dribblés parce que s'il le faisait... Il a dribblé les dribbleurs. Ce qui est arrivé au ministre de la Santé pété, c'est la même chose qui allait l'arriver. On allait trouver des charges qui allaient peser sur l'homme et gâter sa carrière onusienne. Je pense que c'est quelqu'un qui est réfléchi. Il faut être comme ça avec... je pense qu'aujourd'hui, là où je suis, vous l'avez dit la dernière fois, que même si aujourd'hui on vous donne un poste de responsabilité, vous n'allez pas sursauter sur ce poste-là parce que c'est difficile, même si on a du talent, on fait tout pour tuer les talents dans ce pays. Aujourd'hui, Joma, si on éteint Joma est dans combien de villes aujourd'hui? Joma emploie combien de jeunes? Je pense que s'ils ont des différends avec le PDG de Joma, qu'ils essayent de régler ça parce que déjà ces différends-là... c'est au-delà même parce que le PDG de Joma est déjà à la maison centrale de Conakry. Justement, ça n'a rien à faire avec une telle entreprise. Et puis, qu'on sache une chose, il y a des gens peut-être qui ont détourné de l'argent, des deniers publics et tout, mais qui n'ont jamais investi ici pour faire profiter à d'autres jeunes. Je pense que même si c'était le cas, s'ils investissent dans le pays, c'est encore mieux que de prendre l'argent, le détourner et puis l'envoyer dans d'autres pays, investir. Et essayer de récupérer l'argent qui a été volé. Et puis que le projet de la société là continue. Mais ce n'est pas le cas. Il l'a dit tout de suite, on ne peut plus parler de développement dans ce pays. Ça, c'est fini, parlons d'autre chose. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Non, nous, on y croit. Mais on ne peut plus nous vendre cela. Qu'on ne nous parle plus de projet. Parce que tout va en lambeaux. Il y a des problèmes un peu partout. Donc, on ne peut pas parler de développement. Quand il y a des problèmes du genre, qui peut parler de développement? Qu'est-ce qui va se passer? Si 3 mois, Guinée Matin ne fonctionnait pas. En 3 mois, est-ce qu'ils savent combien ils ont perdu? Beaucoup. Ils ne peuvent pas nous le dire. Et pourtant, c'est des pères de famille qui sont là, c'est des jeunes qui ont envie de bâtir leur avenir. Mais ils ne se soucient pas de tout cela. Aujourd'hui, combien de jeunes sortent de l'ISIC de Kountia et des autres universités privées qui font communication ou journalisme? Est-ce que l'État est capable de les employer? Tous. Non. Avec la tombe ouverte qui se trouve à la RTG, quand il faut faire 10 ans de stage. Allez, bienvenue à la galère. Quand même. Je ne sais vraiment pas quoi dire par rapport à tout ça. Honnêtement, nous sommes abattus. L'heure est grave. La presse est en danger. Yaya Diallo, rien à craindre maintenant. Nous savons les intentions ultimes de ces autorités. Ah oui, écoutez, ça ne surprend pas. Peut-être vous êtes surpris, mais non, on l'avait connu il y a longtemps. C'est une véritable chape de plomb qui s'abat sur Joma. Et vous imaginez encore une fois, et éventuellement, si puisque je considère ce qui est en train de se faire ici comme étant un pari très risqué pour l'OCNRD et une voie très périlleuse pour la transition. Parce que c'est vrai que c'est Joma aujourd'hui, mais c'est un projet qui concerne tous les médias privés qu'on considère entre guillemets récalcitrants. Et puis voilà, donc j'estime qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Joma, voyez-vous, c'est un projet d'extinction du projet Joma ou de l'entreprise Joma Média en question, ce qui se passe aujourd'hui. Puisque voyez-vous que pour un premier début, on avait commencé par le brouillage et tout ce qui s'ensuit. Effectivement, Joma, à travers ses installations, on peut détecter où se trouvait justement le bruyère. Je crois que c'est ce qui n'a pas peut-être plus à nos gouvernants. Et il fallait
il fallait automatiquement sanctionner. Et la sanction, c'est qu'aujourd'hui, injustement, on retire Dioma sur le bouquet canal et Dioma TV et Dioma FM aussi. Donc, toutes retirées du bouquet canal. Conséquence, c'est parce que Dioma va perdre tous ses annonceurs et tous ces partenariats que Dioma en a à travers le pays, justement même à travers la sous-région. Donc, ça va complètement, disons, éteindre, disons, l'élan de l'entreprise. Parce que si vous n'êtes plus sur le canal, vous savez, c'est un des critères pour un certain nombre de partenariats. Ouais. Si vous n'êtes pas, on vit la même chose. Quand vous allez chez les annonceurs en République de Guinée, on dit, est-ce que vous êtes sur Canal? Donc, en Guinée, on considère que si tu n'es pas sur Canal, ni à la télé, ni à la radio, pour avoir des annonceurs, c'est des pieds et des mains. Alors, donc, ça veut dire tout simplement que c'est un des facteurs qui détermine encore une fois la puissance ou la grandeur de médias. Donc, ils ont commencé par casser cela. Je crois que c'est effectif. Mais je reviens sur ces courriers de la HAC. J'ai cherché à savoir, la date, c'était le 6 décembre. C'était le 6 décembre. Mais je suis de ceux qui pensent que la décision n'a pas été prise le 6 décembre. Ou tout au moins, la HAC n'a pas... Oui. La décision a été prise. C'est le 6 décembre. Hein. Oui, c'est le 6. C'était mercredi que les signaux ont été coupés. Ont été coupés, non, mais le 7, c'était avant-hier. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire le même 6 décembre, vers la nuit, c'est fini. Mais pourquoi la HAC n'avait pas... Parce que jusque-là, la HAC n'avait bipé mot, il a fallu que... La HAC n'a pas publié ça officiellement. Ça ne se trouve pas sur la page officielle de la HAC. À ce que je cherche. Maintenant, la question qu'on va se poser, qui a fait sortir le courrier? C'est ça aussi. Qui a publié et mis le courrier sur la place publique? Et que cacherait la HAC en cachant justement ces courriers-là? Puisque c'est une décision quand même qu'il faut assumer. Mais vous savez dans quelles conditions nous avons reçu ce courrier? Effectivement. Bien, effectivement. Donc ça sous-entend... Parce que je vous le dis de façon directe. Même les responsables de Dioma, hier jusqu'à 21h, parce que j'avais échangé quand même avec un responsable dont j'étais le nom, je vais regarder l'heure exacte, jusqu'à 22h, ces responsables n'étaient au courant de rien. Bien. Je pense, le responsable, j'ai essayé de le joindre dans un premier temps, qui m'a rappelé vers 22h54. Bien. 22h54, qui m'a dit, oui, excusez-moi, j'étais en ligne, je parlais avec quelqu'un parce que... Hein, après, je l'ai fait comprendre qu'on va oublier les parce que. C'est la HAC qui a donné l'autorisation. Stupéfait, il n'en croyait pas. J'ai dit, ok, je vais t'amener le courrier sur WhatsApp et tu vas voir. Bien. Sauvons le vieux. Ouais. Non, il est temps de sauver le vieux. Donc, honnêtement. Il n'est pas temps de sauver un vieux. Vous savez, j'ai rappelé une chose ici, c'est que en matière administrative ou même dans la vie normale d'un homme, c'est pas le début qui importe. Ouais. Même chez le bon Dieu, c'est la fin qui détermine justement les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres d'une personne. Ouais. Donc aujourd'hui, bien qu'il était un professionnel, un homme qui tenait à un certain nombre de principes, mais aujourd'hui, à l'œuvre, on s'en rend compte que c'est pas le cas, ouais. Malheureusement. On n'est pas en train de dire d'emblée qu'il est responsable, mais à un certain niveau, il a sa responsabilité. C'est un homme averti. À un certain niveau, s'il n'en peut plus, mais qu'il démissionne, personne ne l'en empêche. Ouais. Personne ne l'en empêche. Donc, il n'y a pas une excuse possible pour dire que le doyen aurait reçu des pressions. Alors, c'est ce qui peut-être lui a amené de changer un certain nombre de choses. Tous retire qu'aujourd'hui, c'est là qui a pris la décision. Et que le seul motif, c'est cette question de sécurité nationale. Alors qu'on nous dise comment Pivi est sorti de ce pays-là. Parce que là aussi, c'est une question de sécurité nationale. Ouais. Alors, on va dire que c'est Dioma qui a permis à ce que Pivi sorte de ce pays-là. Et que cette attaque au niveau de la maison centrale... On ne peut même pas relativiser Non, impossible. C'est très léger. Quand on parle de sécurité, ce que Yaya a dit est très important. C'est très léger. Quand on parle de sécurité nationale... On parle de la sécurité nationale, là. Je crois que la sécurité nationale... cette responsabilité relève de l'armée. Je crois qu'on a besoin d'explications. Ouais. Parce que ces communiqués, ces courriers-là, il n'y a aucun détail là-dedans. Je crois que la HAC a besoin quand même de nous expliquer qu'est-ce qu'elle entend par sécurité nationale. Bien.
pour cette région-là, je suis de ceux qui pensent que les accusations, quand même, sont assez graves. Très graves. Très graves. Au niveau de Dioma, j'interpellerai justement son DG pour qu'il puisse, encore une fois, essayer de chercher de savoir en quoi Dioma constitue une menace pour la sécurité nationale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut dire que c'est vrai que Canal Plus, c'est une société qui a ce tentacule partout, notamment ici en Guinée, et en France et un peu partout. Mais à un certain niveau, ils ont quand même un contrat avec Dioma. Et à ce que je cherche sur cette question, Dioma n'a pas failli déroger à la règle pour que Canal retire subitement son ce que beaucoup de téléspectateurs ou d'auditeurs ne savent pas, avant d'intégrer le bouquet Canal, vous amenez votre grille des programmes. Donc vos émissions sont connues. Au cas où vous voulez lancer des nouvelles émissions pendant de nouvelles saisons, vous amenez aussi une nouvelle grille des programmes. Donc, à chaque changement au niveau des médias, Canal est automatiquement informé. C'est pourquoi, si vous remarquez, si vous êtes sur Canal, vous mettez sur un programme, vous êtes capable de voir le contenu du programme parce que le synopsis de l'émission a été transmis. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, du coup, je ne comprends pas comment cela est arrivé. Mais on nous apprend autre chose. Certains journalistes, j'ose le dire, de Dioma sont aujourd'hui à Dakar et devraient avoir une interview exclusive avec le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Un autre pan qu'il ne faille pas aussi mettre de côté. Cellou Dalein Diallo devrait prendre la parole et sur film et sur Dioma après, le confrère d'Adafo. Ça aussi, ça pèse dans la balance. Non, n'oubliez surtout pas. Ça n'arrive pas. Ça pèse dans la balance. Ça c'est... Je peux prendre ça comme une légèreté. Ça n'a rien à voir avec l'intervention de... Cellou. Non, je comprends. Non, je comprends. Parce que cette semaine, il devrait prendre la parole. Exactement, c'est important. Mais je prends comme une légèreté. Oui. Si c'était... Je te rappelle quelque chose. La première fois qu'on a voulu faire intervenir, un jour, on a voulu faire intervenir Sékou Koundono sur nos confrères de film, vous savez ce qui est arrivé? Ils ont brouillé. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point. Mais le deuxième point, c'est quoi? Si c'est Alpha Condé qui prenait la parole, on sent directement qu'il y a de la nouveauté dans ce qu'il va dire. Qui dit? Qui sait? Je parle ici d'Alpha Condé. Qui sait? C'est lui qui... Non. Ici, il y a beaucoup de choses il avait dit tout simplement que Cellou ne constitue à moins une menace. Si vous écoutez, on a écouté Cellou chez nos confrères. Il a dit la Guinée me manque. Voilà. Les routes de... Non. S'il vous plaît, Yaya. S'il vous plaît, Yaya. Il a dit les routes de la Guinée me manquent. Ça, ce n'est pas une menace. Quand même. Non, mais sérieusement. Si c'est Alpha Condé, c'est militant. Voilà, si c'est Alpha Condé qui prenait la parole, on sentira d'ailleurs qu'il y aura de la nouveauté. Ouais. Mais si c'est Cellou Dalein Diallo, on a bien fait de ne pas t'amener à Dakar. C'est que Abdallah est en train de... Ça ne fait personne. Non, attention, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une interview ordinaire. Ce n'est pas dans un studio pour quelque chose de 10 minutes ou 5 minutes. Ils se sont déplacés. Les journalistes veulent savoir certaines zones d'ombre par rapport à toutes ces accusations qui pèsent aujourd'hui sur Cellou Dalein Diallo. Ils reviendront avec des éléments nouveaux dans ces dossiers-là. Vous le croyez? Bien sûr. Je sais que ceux qui ont été, c'est des journalistes professionnels. Et prendre quand même, si c'est la route ou l'avion jusqu'à Dakar, ce n'est pas pour... C'est l'avion, hein. Non, attention, on ne sait pas. Non, aucun journaliste. Non, je te donne l'info. Aucun journaliste n'a pris la route. C'est un vol, hein. C'est un vol, ils ont pris. Non, je te donne l'info. Dieu merci. On est pas si c'est possible. On n'a pas dit que ce n'est pas possible. On est pauvre, mais pas jusqu'à ce point. Arrêtez ça, pardon. Vas-y. On sait tous comment les journalistes souffrent en Guinée. Bantamasso a emprunté la voie terrestre pour sortir d'ici. Dans quelles conditions? Il faut laisser mon ami. Justement, mais les journalistes peuvent aller, tout ce qui peut les mener à des sujets intéressants, même s'ils n'ont pas les mots, ils se créent les mots. On sait que c'est difficile parfois. Mais là, c'est une invitation du président. Oui, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Et vous voyez quelle est la particularité, en tout cas, de cette rencontre, de toutes ces interviews qui vont se passer. Je vous invite à suivre ça ne sera pas la même chose. Il faut suivre la rediffusion d'Espace pour comprendre. Cellou a pris la parole.
on a... Non, sérieusement. Par rapport à sa sortie là. S'il vous plaît, Dada, j'ai tellement voulu tomber dans son ascension, mais quand j'ai entendu l'homme parler, j'ai eu l'impression de voir Gou Michel qui avait disparu à un certain moment dans le riel de Treichville. Je vous comprends. La Guinée me manque. Les routes de la Guinée me manquent. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Pour cette sécurité nationale, la HAC n'a pas eu d'argument. Bien. C'est ça, la HAC n'a pas eu d'argument. Oui, on évolue, on évolue. Oui, on évolue. Maintenant, on revient sur la teneur de cette décision de la HAC. Voyez-vous que le gouvernement ou le CNRD est en train de rectifier le tir, peut-être de mettre là-dedans un peu la légalité. Avec la légalité, c'est vrai qu'on veut éteindre un certain nombre de médias, mais il faut quand même qu'on essaie de passer par la voie autorisée. La voie autorisée de la HAC, voyez-vous. Donc, tout est préparé. On a dit à la HAC de prendre la décision parce qu'il fallait justement... la signature du patron. Justement, et légaliser un peu cela. Donc, c'est un peu... Je vous avais dit que c'est un avis partagé. Si jusque-là, personne, aucune voix... disons, on essaie de s'élever au sein même du CNRD ou du gouvernement pour dire attention, ce qui se passe est anormal et c'est contre-productif parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont perdre cette bataille. Hein, pour ne pas dire cette guerre, ils vont la perdre parce que beaucoup l'ont tenté et la presse, personne ne peut, aucun pouvoir puissant qu'il soit, ne peut contre la liberté de la presse. La liberté d'expression, la liberté de la presse dont on parle là. La liberté de penser. La liberté de penser, la liberté d'opinion dont on parle là. Abdallah, vouloir éteindre les médias, vous savez, ça sous-entend quoi? C'est de complètement... plonger le pays dans le chaos. Mais c'est de complètement éteindre ce qu'on appelle cet état de droit dont on est en train de parler, de souhaiter tous les jours. Mais voyez-vous aujourd'hui... Peut-être on peut retirer la parole à un journaliste, suspendre un journaliste, fermer une radio, mais quand ça devient un projet et quand ça devient un objectif principal d'un gouvernement de fermer tous les médias, voyez-vous qu'on empêche même les citoyens de s'exprimer, parce que les citoyens s'expriment à travers les médias. Ouais. Les hommes politiques s'expriment à travers les médias. Les acteurs de la société s'expriment à travers les médias. Ils donnent leur point de vue à partir de nous. Alors, ils disent que s'il y a un certain nombre d'acteurs politiques ou sociaux qui disent un certain nombre de choses peut-être qu'ils ne veulent pas entendre, ben écoutez, qu'est-ce qu'il faut? Il faut casser complètement leurs canaux de diffusion. Leurs canaux de diffusion, c'est effectivement les radios, les sites d'information et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi c'est une interpellation collective, c'est un avertissement pour tous les acteurs politiques, pour tous les démocrates épris de paix et de justice. À un certain niveau, il faut que tout le monde soit complètement interpellé pour que nous puissions effectivement mener ce combat-là. Ce combat-là, ce n'est pas contre le colonel Doumbouya, ce n'est pas contre un élément du CNRD. Ce qui est en train de se passer ici, ça menace même l'existence de la Guinée. C'est vouloir éteindre complètement la liberté d'expression. On ne sait pas éventuellement qu'est-ce qui peut venir aujourd'hui dans notre pays. Parce que derrière ça, est-ce que s'ils réussissent, d'ailleurs, ils ne vont pas, j'estime et je pense que Dieu ne leur permettra pas de réussir ces projets périlleux parce que c'est funeste de vouloir éteindre toutes les voix dissonantes dans notre pays. On n'est contre personne. Nous sommes en train de dénoncer. Ce qu'il faut rappeler au président Doumbouya, pour qui je continue de croire que c'est un messier qui est de bonne foi, mais qui aujourd'hui est complètement complètement induit en erreur et aujourd'hui, pris en otage qu'il est, il ne sait plus ce qui se passe. Aujourd'hui, il ne sait plus ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on essaie de monter une formule, on vient et puis voilà, on l'informe, on dit c'est ça. Et puis il dit ok c'est bon et puis ça passe. Sans pour autant qu'on l'explique les tenants et les aboutissants. C'est comme ça que ça fonctionne. Le colonel Mamadi Doumbouya sait très bien aujourd'hui que si le coup d'état du 5 septembre a été justement effectif, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la participation effective de tous les médias. Donc il ne peut pas à tout bout de champ vouloir s'en prendre aux médias privés parce que nous dénonçons ce qui ne va pas. On l'a fait sous Alpha. On le fera sous Mamadi. Et on continue de le faire sous celui qui viendra après Mamadi Doumbouya. C'est pas parce qu'on est contre... Nous sommes les lanceurs d'alerte. On n'est pas contre quelqu'un. Et je crois qu'aujourd'hui, colonel, mon cher colonel,
vos véritables adversaires sont autour de vous. Et peut-être l'histoire nous donnera raison. Même si la légitimité de la dictature a été pragmatisée. Donc aujourd'hui, il doit comprendre aujourd'hui encore une fois, ces adversaires-là, ceux qui ne veulent pas que les choses aillent de l'avant sont autour de lui. Et il doit prendre conscience de cela sans pour autant vouloir justement mettre au pas tous les journalistes aujourd'hui qui ne chantent pas chez Luanzala. Je crois que ça, c'est un projet, disons, assez funeste pour notre démocratie et notre République. Donc, je suis de ceux qui pensent que c'est vrai que ce qui est en train de passer aujourd'hui, on est en train de renforcer un certain nombre de perturbateurs qui sont au niveau de ce gouvernement-là. Eh bien, écoutez, ils ont fait de telle sorte qu'ils ont pu avoir ce qu'on appelle disons, des alliés au niveau du CNRD. Donc, on les a renforcés. Je crois que si le colonel n'arrive pas à prendre, puisque c'est le dernier recours aujourd'hui, on s'est rendu compte que ni le ministère de la Communication, ni le ministère de la Télécommunication, encore moins l'ARPT, la HAC et tout ce qui s'ensuit, on a compris qu'aujourd'hui, ils sont tous dans une même dynamique, celle qui consiste à complètement mettre au pas ou éteindre tout au moins un certain nombre de médias. Donc je pense qu'il appartient à lui. Ce qui se passe sous le CNRD n'a été constaté nulle part à travers tous ces régimes-là. Donc je crois que ça, c'est une particularité qu'il faut mettre fin. Et ça, c'est pour le compte du colonel, parce qu'aujourd'hui, si ça marche, c'est lui, et si ça ne marche pas, c'est encore lui. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans une sorte de Far West. Là-dedans, il y a des gens qui font tout au nom de lui, et ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon pour lui, il doit le comprendre. Transition, oui, vas-y. Je veux rapidement, si vous me permettez, avant de finir avec ce sujet-là, rappeler quelque chose au directeur de la HAC, au président de la HAC, qui était le directeur général à l'époque de Lansana Conté, qui a été directeur général de la RTG. Vous savez, l'homme oublie beaucoup. Donc c'est important parfois de revenir dans le passé pour attirer l'attention vers certaines personnes. L'erreur, elle est humaine. Mais je me rappelle qu'il y a 3 ans, M. Yassine avait accordé une interview à Guinée News. Donc on lui avait posé la question à savoir quelles étaient les raisons de sa démission à la tête de la RTG. Il avait dit en ces termes: je précise que je suis jusqu'à présent l'unique directeur général de l'Office de la radiodiffusion télévision guinéenne. Hélas, en février 2020, j'ai démissionné à la surprise générale. Vous savez, je suis viscéralement jaloux de ma liberté et que je ne saurais troquer. Il a plus loin dit, et des individus mal préparés des individus mal préparés au changement démocratique voulaient la brider. Je suis parti sans regret d'ailleurs. Félicitations à lui. Il est parti, nous on a regretté aujourd'hui. Vous comprenez un peu l'État. Pas à la HAC. Hein. Il ne parle pas de la HAC. Il le sait. Non, je comprends bien. J'ai bien écouté. Je dis, aujourd'hui, hier, il était à la RTG. Il est parti. Il est parti. Et aujourd'hui, à la HAC, nous, on a eu ce regret de l'avoir. Parce que si vous comparez... Oui, mais sérieusement, si vous comparez les deux propos, vous comprendrez avec moi... On va laisser Guinab continuer. Pardon. Laissez Guinab continuer. Non, pardon. D'accord. Vas-y. Je veux juste dire que... Vas-y, c'est bon, laisse-moi aller. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Le principe de bon voisinage, là, il faut l'accepter. Non, mais tu ne vas jamais accepter à qui près de toi. Vas-y, non, pas du tout. Vas-y. Pas du tout. C'est pas sa place ici. Il ne faut pas qu'il en abuse aussi de ma bonté. Hein. Oui, vas-y. Voilà. Je rappelle tout cela parce qu'il est important, je le disais tout de suite, l'erreur, elle est humaine. Parfois, on peut faire des choses sans s'en rendre compte de la gravité de ce qu'on fait. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à nous dire, ah, là, vous êtes en train d'aller vers un chemin interdit. On sait tous quelle est aujourd'hui la vocation de la HAC. La HAC devait plutôt s'intéresser aux questions de formation des journalistes, à l'éthique déontologie des journalistes pour ceux qui sortent un peu de ça et puis d'assainir notre corporation. Je pense que voilà, entre autres, le rôle de la HAC. Mais M. Yassine est en train de sortir de ça et il est englouti par le système et il a dit qu'il est viscéralement jaloux de sa liberté, qu'il n'allait jamais troquer cela. Et aujourd'hui, je me dis que cette liberté à laquelle il tenait avec jalousie,
c'est fini. Il n'a plus cette liberté. En tout cas, Martine Condé me manque. Hein? Ça, j'ai compris. Il est vraiment téléguidé. La HAC est téléguidée aujourd'hui. Et que rien n'est sous le contrôle de M. Yassine. C'est devenu une institution, un instrument de règlement de compte, puisque on ne peut pas passer par autre que la HAC pour pouvoir régler un certain nombre de comptes, disons à un certain nombre de journalistes. Mais je crois que tout passe, tout est flix, comme vous aimez à le rappeler. Rien ne demeure jamais. Ouais. Et on a connu ici des gens, des individus assez toxiques sous le régime d'Alpha Condé, qui ont voulu même mettre fin à la vie d'un certain nombre de journalistes ici. Mais aujourd'hui, je crois que ce régime-là est passé, c'est du passé ça. Donc, on est sous l'ère du colonel Mamadi Doumbouya. Ils doivent se rendre compte que c'est ça aussi, c'est un principe de la nature. Les hommes passent, la République demeure. Donc, ils doivent comprendre cela. En aucun cas, et je crois que c'est tellement basique qu'ils doivent comprendre que ils sont passagers, comme tout homme sur Terre. Donc, à eux de prendre les responsabilités, de savoir que voilà, l'histoire est en train de s'écrire de la bonne ou de la mauvaise manière, à eux de le savoir. Bien. Voilà. Transition ou trahison. Transition ou trahison, on en parle. L'histoire est têtue, le présent c'est de la réalité et le futur est incertain. Une pause. Derrière, nous parlons de la conduite de la transition. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de... Retrouvez la 89.5. Merci de nous retrouver pour cette deuxième et dernière partie de votre émission Le Scanner, le débat constructif qui vous accompagne chaque matin dans vos bureaux, dans vos bacas, on l'appelle comme ça, hein, à la maison. Nous essayons de nous introduire dans votre monde pour vous faire comprendre l'actualité sur toutes ses formes, sur le média du développement. Vous êtes sur Kavi FM 89.5. Merci de votre fidélité sur Kavi TV, canal 500. Vous êtes sur le bouquet Star Times et vous nous suivez sur siaminfo.com. Merci une fois encore d'être fidèle à nos programmes. Conduite de la transition, on en parle, oui, on ironise, mais le pays va mal. Pourtant, bien parti, la conduite de la transition est loin de faire l'unanimité depuis plusieurs mois maintenant. De crise en crise, les positions s'enlisent et les acteurs s'éclipsent, la plupart en exil. Ces acteurs sociopolitiques n'excluent plus de reprendre les manifestations de rue. Bien que périlleuses pour des familles, ils pensent que c'est le moyen ultime de se faire entendre en vue d'accélérer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce le meilleur moyen? La question est posée dans ce numéro du scanner. Oui, Akil Ali Badara, par rapport à cette actualité, cette menace qui plane, est-ce qu'aujourd'hui il faut s'y attendre? La situation de la République, elle est délétère. Cette transition devait nous éloigner complètement de ces soubresauts politiques. Mais malheureusement, les gens qui entourent le colonel, je ne sais pas s'ils l'aiment ou que s'ils ne l'aiment pas, je ne sais pas. Mais à l'allure où vont les choses, on a de quoi s'inquiéter. Politiquement, hein, le colonel, est-ce qu'il était déjà préparé à tout cela? Non, le colonel n'est pas parce qu'Alpha Condé l'a quand même dit ouvertement dans ce pays qu'il ne connaissait pas ce pays. Après le décès d'un de ses frères ou de son frère, et il a compris un peu ce qu'est le Guinéen. Est-ce que Mamadi est en train de vivre la même chose? Le colonel n'est pas politique. Il n'a pas eu aussi la bonne réflexion d'avoir un premier ministre politique. L'actuel Premier ministre, il n'est pas politique. Il ne connaît absolument rien de la politique, ni de la médiation. Et aujourd'hui, la crise dans laquelle nous sommes, c'est parce que de l'autre côté, les autorités avaient eu cette nonchalance de faire en sorte que tout soit mis sur leur table. Et si les politiques pensent que la seule arme, c'est d'organiser des manifestations, là aussi, il y a un problème. Si vous faites face à des gens qui ont toute une armée
des gens qui peuvent vous contraindre à des exils forcés, des gens qui d'ailleurs d'une autre partie ont la gâchette facile, il faut s'asseoir et réfléchir avant de prendre une décision de manifester, ne serait-ce qu'une seule fois. Ouais. D'ailleurs, ce n'est pas une manifestation politique qu'on est en train de vivre. Des manifestations sociales. Mais on parle de 5 jeunes tués. Ouais. Hier, on en parlait. Et tombés sous les coups de balle. Ouais. Maintenant, si les manifestations politiques s'ajoutent à ça, il faut craindre. Et je crois bien le colonel doit comprendre cela. L'heure est grave. L'heure est grave. Pour le développement du pays, c'est important d'éviter qu'on se retrouve dans cette posture. Exactement. Parce qu'après tout, les manifestations dans ce pays, nous savons un peu les réalités. Ce qu'on a construit pendant des années seront détruits par des jeunes. Aujourd'hui, il faut aussi lancer l'alerte vis-à-vis de ces personnes. Ce que nous gâterons pendant ces manifestations, c'est à nos risques et périls. Vous savez, Mamadi ira. il ira. La nation demeure. Exact. Nos infrastructures doivent demeurer. Ce que nous avons construit, nous devrons sauvegarder cela. Parce que tous ces régimes, on a vu quand même Alpha Condé. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'Alpha Condé allait partir de la sorte? Alpha Condé qui a été traîné sur l'axe, qui a été quand même les images jusqu'à présent. Je me rappelle de ces images. J'avais fait un magazine sur cela, sur la chute d'Alpha Condé. Honnêtement, la dernière image que j'ai vue de lui ne m'a pas rassuré. Ouais. Alpha Condé dans un pick-up, entouré de 2 militaires, encagoulés, assis comme quelqu'un qui n'avait jamais dirigé ce pays. Ça doit déboutonné, déchaussé, puisque on nous a appris que c'est sans chaussures qu'il a pu franchir la cour de la RTG. Oui. Et puis voilà, dans son jeans à lui, et puis voilà, dans une chemise complètement déboutonnée. Comme un malpropre. Hein, et il faut le dire. Non, il faut le dire. Il faut aussi humilier. Il faut interpeller la conscience du Guinéen. C'est vrai que nous avons salué ce coup d'État. Mais pour la plupart des Guinéens ne savaient pas comment ce coup d'État a été perpétré. C'est le moment de rappeler à tous ces ministres qui dormaient, qui étaient là sous leur laurier, qui continuent de dormir, qui étaient sous leur lit parce qu'ils avaient peur. C'est le moment de les rappeler que ce jour, c'était un autre jour. C'est le moment de les rappeler que des âmes sont tombées et que ces corps n'ont jamais été retrouvés, pour leur part été retrouvés. Je reste très prudent, merci de prêter le mot. Prudent sur cela. Certains corps, jusqu'à présent, n'ont pas été retrouvés. Il faut les rappeler que certains agents des forces de défense et de sécurité sont tombés pour 2 causes. L'autre qui défendait la cause du coup d'État et l'autre parti qui défendait leur président, Alpha Condé. Il faut rappeler à ces ministres que beaucoup de Guinéens sont tombés pour leur patrie. Parce que des 2 côtés, c'était la défense de la patrie. Hein. Honnêtement, il faut aussi rappeler à ces ministres comment Alpha Condé a été délogé, dans quelles conditions, comment on a présenté l'image de notre ancien président, malgré qu'il n'y a pas eu effusion de sang concernant le président. Oui. Il faut rappeler l'histoire à la future génération. On est en train de mal finir cette histoire. Pourtant, qui avait très bien commencé à Kila. Honnêtement, il faut le rappeler. Non, c'est pas... Oui, ça avait bien commencé. Ils ont traité Alpha Condé, ils ont commencé à rectifier le tir. On l'a laissé sortir dignement comme un président de la République. Mais aujourd'hui, cela nous rattrape, Yaya. Non, c'est qu'il faut dire, Akila, si vous me permettez, ce coup d'État a été un véritable, disons... C'est un schéma, à mon avis, qui a été longtemps mûri et ce n'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas en politique. Pour ceux qui disaient que le colonel n'était pas préparé à la politique, je suis de ceux qui pensent qu'à un certain niveau, on n'a pas besoin d'être préparé. Lansana Conté n'a jamais été préparé pour être président pendant plus de 24 ans ici à la République de Guinée. Ici. Donc, il en est de même aussi pour tous ces militaires qui sont là au niveau de la sous-région. À juste titre, le colonel, le 5 septembre, avait tenu un discours pour dire qu'ils ont été interpellés par le sens élevé de la patrie. Je crois que c'est dans leur jargon militaire pour pouvoir prendre les responsabilités face à ce qu'ils considèrent une dérive dictatoriale du régime de Condé. Donc il fallait mettre fin au mar guinéen
et tout son lot de corollaires et tout ce que vous connaissez, injustice, corruption, gabegie et tout ce qui s'ensuit. Alors, il en a fait, il était conscient. Alors, sur des questions politiques, c'était à lui de savoir à qui faut-il approcher pour pouvoir mener un certain nombre de choses. C'est cela aussi. À qui l'a le rappelé ici, s'il ne maîtrise pas un certain nombre de facteurs politiques, puisque nous sommes dans une république, à lui de savoir ou d'avoir à son côté un premier ministre politique. Pas un premier ministre manipulable, mais un premier ministre qui s'occupe de toutes les questions politiques. Je crois que c'est ce que Konaté avait fait ici. Connaissant très bien un peu la situation assez instable chaotique à l'époque. Ouais. On a pris un Zamari Doré qui maîtrisait très bien la classe politique, se connaissait très bien entre eux, de s'occuper de tout ce qui est politique et que le général s'occupait de tout ce qui est armée et tout ce qui est commandement. C'est voilà comment nous sommes sortis, bien que des élections, en dépit de toutes les contestations et de tout ce qui a caractérisé cette élection, mais c'est ce qui a permis au général de sortir dans cette situation. Alors, une transition, nous le savons très bien qu'une transition ne pas appeler à durer aussi longtemps que possible, sinon elle-même elle devient un problème. Ouais. Je crois que c'est ce que le colonel devrait savoir. Ceux qui sont en train de conseiller de rester aussi longtemps que possible sont en train de conduire tout droit au mur. Donc, ce qu'il faut signaler, c'est que j'ai été de ceux qui pensent que, très honnêtement, au-delà de ceux qui ont dansé, c'est là qui ont dansé, je suis de ceux qui pensent que les conditions dans lesquelles le colonel Doumbouya a déposé le président Alpha Condé, nous le savons tous, on était dans une incertitude totale. On était dans une prison à ciel ouvert. À 20h, on vous disait de rentrer. Et puis voilà, on avait cette histoire machin de Covid-19. Je crois qu'il misait sur ça pour, encore une fois, restreindre un certain nombre de libertés, tout ce qui s'ensuit. On était dans cette situation, dans une situation socio-politique indescriptible. C'est dans cette situation que le colonel a pris le pouvoir. J'étais de ceux qui pensaient que le colonel pouvait nous faire oublier un certain nombre de choses. Cette délinquance politique que nous avons connue ici, des acteurs politiques qui n'existaient que pour leur ventre, qui n'ont aucune conviction. Je crois que Alpha avait réussi quand même à polier ce champ politique-là. J'étais ceux qui pensaient qu'il allait mettre fin à cette délinquance politique, ce désordre sur le champ politique. J'étais ceux qui pensaient que le colonel pouvait, pour un premier temps, mettre en place un système politique qui permettait aux Guinéens de voir clair devant eux et de savoir pour qui voter, de par son programme et par ses ambitions pour la République. Il n'a pas réussi cela. J'étais ceux qui pensaient que le colonel pouvait nous faire oublier Alpha Condé et son régime. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je crois que si le colonel est là aujourd'hui, je crois qu'il est en train de servir de mieux Alpha Condé et son régime. Parce qu'ils reviennent petit à petit aujourd'hui. Ce sont eux qui sont en train de se bomber le torse et puis dire voilà, et si on nous a levé, voilà, donc voyez-vous que c'était injuste. Et ils ont tous les mots possibles et toutes les qualifications possibles pour dire on nous a déposé de façon injuste. Je crois qu'il n'a pas réussi quand même à tourner cette page-là. Ouais. Donc aujourd'hui, les mêmes erreurs du passé, les mêmes pratiques, les détournements à ciel ouvert. Aujourd'hui, ceux qui sont autour de lui, ministres intouchables, qui chantent en vogue cette refondation, alors qu'ils sont en train de voler à ciel ouvert, ce qui est connu de tout le monde. Je crois qu'il doit se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont contre cette refondation, cette rectification qu'il attend souhaités sont autour à ce niveau-là. Donc, l'opposition, il y en aura toujours, que ce soit sous une période transitoire ou dans un régime normal, il y aura toujours une opposition. À lui de savoir qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il veut poser comme acte et de partir. Je suis de ces têtes qui pensent. Je le disais souvent à des amis, je dis, le colonel Doumbouya, la meilleure façon pour lui, c'est de le faire très rapidement. Il quitte, il se prépare et il revient. Personne ne peut l'en empêcher de revenir 10 ans après et de gouverner la Guinée. Aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Oui, s'il sort par la grande porte. Oui, c'était ça, c'était au début. C'est ce qu'il fallait faire. Mais rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Je vais vous dire une chose. C'est perdu. Je vais vous dire une chose. La gestion d'une transition est différente de la gestion des régimes normal. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils en aient de trop pour la réussite de cette transition. Donc, ils doivent avoir toute leur place là-dedans. Mais il se trouve que ces gens-là n'ont pas les mêmes ambitions que le colonel. Alors, ce qui fait que le colonel, bien qu'il veut organiser les élections et de quitter, vous vous rappelez, ça doit interpeller les gens. Quand Ousmane Gawal, lors d'un conseil de ministre, avait dit que le colonel l'a dit solennellement, il ne fera pas
plus d'une seconde après les 24 mois. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est parce qu'à côté, il y a des gens qui disaient au colonel, attention, tu le dis ici, tu te crées de problèmes. Tu te crées de problèmes. Et c'est en ce moment qu'on a essayé de mettre en place de mettre en place un certain nombre de stratagèmes pour pouvoir éloigner un certain nombre d'acteurs politiques, d'acteurs sociaux. Il fallait mettre au pas un certain nombre de journalistes parce que pour pouvoir, disons, ouvrir un boulevard et mettre à mal le colonel avec un certain nombre de Guinéens. Parce que quoi qu'on en dise, le colonel Doumbouya avait quand même un certain nombre de Guinéens qui étaient derrière lui et qui le soutenaient. Que ce soit au niveau de l'opposition d'alors sous Alpha Condé, que ce soit certains militants d'Alpha Condé et certains Guinéens de part et d'autre qui étaient pour lui. À l'extérieur, n'oubliez pas, parce que j'ai des amis qui sont en France, aux États-Unis, qui m'appellent, qui me disent attention, nous ici, on considère que Doumbouya, et ce que Doumbouya est en train de faire, personne ne l'a fait. Et il faut le soutenir dans ce sens-là. Et si tout cela est dévoyé aujourd'hui par un certain nombre de cadres indélicats qui sont autour de lui, qui n'ont pour rien pour la réussite de ce coup d'État ou de cette transition, c'est des gens qu'on a cooptés ici et là et qui sont là-dedans et qui sont en train de tout foutre là. Je crois qu'à un certain niveau, c'est à lui le colonel, parce qu'il a dit ici, c'est lui et ses éléments qui sont allés, disons, au risque de leur vie, de déposer le président Condé. Je crois qu'il doit prendre cette responsabilité en lui et de savoir que nous sommes sur un chemin, mais assez périlleux. Je crois qu'il a lui de rectifier cela. Bien, Djenab, il faut réveiller le colonel, parce que là, j'ai l'impression qu'il dort. Hein. Il dort, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Ah, moi, je le disais hier, je dis, je ne sais pas pourquoi cette sourde oreille du président de la République. Aujourd'hui, on ne sent pas Mamadi Doumbouya. On ne le sent pas. Il ne parle pas. Il y a trop de problèmes. Mais on ne sent pas le président. Qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, on sait que lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est quelqu'un quand même, malgré qu'il soit un militaire, mais qui avait cette façon de communiquer à chaque fois qu'il faisait des sorties médiatiques. C'était décrypté au sein des médias parce qu'on voyait vraiment un discours rassembleur, un discours d'espoir et tout, mais qui est devenu aujourd'hui tellement calme. Il attend le 31 décembre. Qu'on se demande, oui, mais quel discours? Pour nous sortir quel discours? Il attend le 31 décembre, pas un discours plus audible que celui du 5 septembre maintenant. Il n'en fera jamais. Non. Le discours du 5 septembre. Ça, je le dis. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il ne faut jamais dire. Parce que, pourquoi je le dis? On avait vu toute cette manifestation politique récemment au Sénégal. Mais après quelque temps, les religieux se sont impliqués. C'est pourquoi hier, quand Yaya parlait des religieux, je sais que les religieux doivent avoir, justement... nos religieux ici sont des dealers, hein? Non. Justement, au Sénégal... Non, ce que Yaya dit, on ne va pas jusqu'à ce point, mais ce que Yaya a dit est très important. Ils connaissent très bien le Coran, mais c'est des gens sans foi. Exactement. Malheureusement. Si vous prenez nos religieux, il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez... Non, Yaya m'a récupéré mon temps d'antenne, je n'ai pas réagi. 30 secondes. Que Yaya accepte, qu'elle souffre un peu de m'écouter. Ah, 30 secondes. Le problème aujourd'hui de nos religieux, je ne sais pas si vous avez fait lecture de ce que j'avais publié hier sur mon compte Facebook. Nous avons un problème très grave avec nos religieux. Hey, il faut qu'on se dise la vérité. Jésus était un charpentier. Il n'a pas attendu l'argent de quelqu'un pour dire la vérité. Nos religieux... Ils refusent d'être fonctionnaires, ils ne travaillent pas, il faut attendre l'argent de l'État. Et aujourd'hui, avec toutes ces tueries-là, personne n'en parle. La main qui donne. Mais à un moment donné, il faut couper cette main pour dire la vérité. La main qui donne. Le problème, c'est ça. On dit nos religieux ne sont pas politiques, ils ne doivent pas se mêler de la politique. Mais quand il s'agit de gombo, ils sont tellement gombomatisés qu'ils ne parlent pas. Bien, non, mais sérieux. J'ai compris. Merci beaucoup. Je comprends que ce point que j'ai soulevé est vraiment important. Excepté de Monseigneur Vincent. Non, Robert Sarah. Et de Yaya, hein, Imam Yaya. Robert Sarah, bon, Imam Yaya, c'est discutable parce que oui, déjà, il était au niveau il a une partie prise. Hein. Il a une partie prise. On a besoin de gens, des religieux, des gens. On a besoin de gens aujourd'hui qui n'ont aucune partie prise. Sauf que vous n'êtes ni de gauche ni de droite. On va laisser la vérité devant vous. Je sais qu'on n'en a pas dans notre pays. Vas-y, Yaya. Je pense que ce religieux dont vous parlez, même s'il est du FNDC ou autre, c'est
c'est plutôt, comment je vais dire cela? L'idéal pour lequel il se bat qui est plus important. Vous avez parlé hier de l'imam Diko. De toutes les manières, dans cette vie, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours quelque chose qu'on dira sur vous. Une étiquette. Il faut toujours il faut être en phase avec sa conscience. C'est pourquoi je parle d'idéal. Si l'idéal pour lequel il se bat, cet idéal-là est juste, qu'il se batte. Un jour, l'histoire lui donnera raison. Maintenant, je disais tout de suite qu'il y a cette part que devaient faire nos religieux. Malheureusement, on ne sent pas qu'on a des religieux en Guinée. Ça aussi, c'est une autre situation. Ouais. Et cette façon qui ne rassure pas du président de la République au sein même des citoyens, qui fait aujourd'hui que tout le monde veut sortir de cette transition d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est dès au départ que le colonel a fait l'erreur d'abord de s'attaquer à certaines choses dont il ne devait pas s'attaquer. Ça, c'est la première des choses. Il est allé sur tous les fronts. Sur tous les fronts. D'abord, il est venu, il a dit qu'il interdit toute manifestation, sachant que la manifestation est un droit légal. Et qu'une manifestation, quand elle est autorisée, elle fait moins de risques. Moins de dégâts. Moins de dégâts. Ouais. Et quand elle n'est pas autorisée, il peut y avoir plus de morts et qu'il y ait plus de blessés. Et de violences. Et même quand elle n'est pas autorisée, je pense que c'est le droit des autorités de cadrer. C'est ce que la loi dit, l'article 19. Mais malheureusement, on est sorti de tout ça. Il a fini avec cela. Il a dit, non, je vais voir le FNDC. Il a dissous le FNDC. Il s'est attaqué aux anciens dignitaires. Il les a scroués en prison. Cela a été, je pense, la deuxième erreur du colonel Mamadi Doumbouya. Après, il a commencé à frapper les journalistes. Avant ça, il s'est attaqué aux politiques. Aux politiques, ceux qui ont vraiment la voix au chapitre. Il s'est attaqué à cela et il les a poussés à être des exilés politiques. Ça, c'est le troisième point. Je pense que ces trois points-là, c'est de là tout a commencé et aujourd'hui, il n'arrive plus à se retrouver. Aujourd'hui, il veut nous fouetter, nous, les médias. Oui, justement. Tu peux pas écarter le non, mais attendez, j'en viens. Merci. J'ai pas fini. Moi, c'est le point le plus important pour moi. Je viens étape par étape, si vous voulez, par l'ordre chronologique des faits. Il a quitté ces trois points. Il avait appelé à un dialogue politique. On ne peut pas quand même interdire la manifestation, emprisonner des dignitaires, mettre certains en exil et vouloir avoir un dialogue politique sincère. C'était pas possible. Il a fait foirer le dialogue politique jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai quand même suivi cette publicité sur la page de la présidence, où on dit aujourd'hui c'est la cérémonie de présentation du rapport du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Moi, le colonel quand même a fait quelque chose il a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y avait assez de mamaya au sein de cette administration. Même pour une simple pose de la première pierre, je ne sais même d'une petite statuette, il faut que tous les ministres soient là. Là, quand il a décidé de mettre un terme à ça, c'est à féliciter. Oui, mais attends, s'il te plaît, attends. Vas-y, Gaga. Ce dont tu parles là. Ça continue. Vas-y, ça continue. Il avait pris une décision la personnalisation. À ces cérémonies. La personnalisation. Stérile. Quand vous venez dans les événements. La personnalité. Ce dont on parle tous les jours. Monsieur le Président. Grâce à son excellence, Monsieur le Président. Grâce à son excellence. Mon baptême, c'est grâce à son excellence, Monsieur le Président de la transition. Oui, cette émission, c'est grâce à la... En fait, il faudrait qu'on arrête là. Honnêtement, Mamadi Doumbouya... Attends, je t'aide. M'aider? Non, je t'aide. D'accord, allez-y. J'aime bien les autorités de la transition. À un certain moment, c'est le président on aime bien le colonel. Hein. C'est le président de la transition qui avait dit on ne va plus dire sous le haut patronage de monsieur le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Mon frère, tu ne couvres plus les activités en Guinée? Non, mais je me suis retiré. Tu ne pars plus dans les bureaux? Je me suis retiré. Je te dis, si on adore Dieu, dans les mosquées, colonel Mamadi Doumbouya est dans les bureaux. Point. Ne commente même pas parce que c'est comme ça. Je pense que cette culture de la personnalité dont nous parlons, le président se sent bien dans ça, parce que c'est ce qui fait qu'on continue
Et si tu viens, tu t'y Doumbouya, mets hein. pas, tu t'y mets pas. C'est un Doumbouya. Non, mais franchement, Parlons du moi, je Wassolo. vais vous dire quelque chose. C'est un Doumbouya. Parlons J'avais du Wassolo. une admiration personnelle pour Doumbouya. Jusqu'à je vous le présent, dis. tu l'admires. Non, je suis C'est dessus de l'homme. Non, c'est ton non, je suis président. Je suis Non, dessus, mais attendez. Je suis de ceux qui pensent qu'on l'a mis dedans, hein, sinon. Non, c'est mais pas un on l'a pas attendez, mis. pharaon. attendez, On on l'a va pas- Non, c'est pas. Non, 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 On c'est l'a pas. On l'a dedans. pas mis dedans. C'est pas un président On pharaon, l'a ça. on l'a Attends. pas mis Ouais, On l'a pas mis honnêtement dedans. parlant. On l'a pas mis Parce que dedans. même les costumes et tout ce qui s'ensuit là, c'est finalement qu'on l'a imposé tout ça. Sérieusement, on l'a Sinon, pas mis dedans. Monsieur On le l'a- Président, Non, on l'a pas mis portez dedans. votre C'est un tenue. homme naturel, On hein. l'a pas mis dedans. Portez On l'a votre pas mis tenue, on vous dedans. aime bien. Aujourd'hui, ils ont mis la tenue de côté. Non, non, non. C'est Bazin, on porte. portez C'est votre Geisner, tenue. on porte. Il a ses conseils. hein, C'est qui- Bara, on Mais porte. attendez. C'est Lépi, on porte. Mais ça, On c'est n'a la pas mis. promotion. On n'a pas mis le. Textile. On n'a pas mis le colonel dedans. Bien. Je Le veux- colonel, c'est bien ce qui se passe. Et je le rappelle toujours, celui qui sait que ce qui se passe saura ce qui s'est passé. Bien. Le colonel, il est attentif. Il écoute tout le monde. Mais le problème est que le colonel lui-même s'est tellement bunkérisé qu'il n'a plus droit même à la parole des fois. Bien, c'est bon. Certaines décisions qui sont prises, c'est les ministres qui tiennent ces décisions. Bien, mais on par a un après, autre sujet à quand même. développer. Djenab, en 40 secondes. Oui, s'il te plaît. pour finir, je voulais dire que j'avais De l'estime. de l'estime pour le président. J'avais de l'estime pour lui. Franchement, je vous dis, j'ai connu le régime de Conté, puisque je suis née sous l'ère Conté. Lorsque Lansana Conté est décédé, j'ai pleuré parce que c'est lui que je connaissais comme chef d'État. Mais après lui, est venu Alpha Condé et tout, démocratiquement élu, l'espoir était là, mais très tôt, cet espoir-là s'est effondré. Mais avec ce coup d'État-là, avec tout ce qu'on a subi, je pensais qu'on venait vraiment sortir la Guinée de tout ce qu'elle a connu durant toutes ces années. Malheureusement, ça n'a vraiment pas duré. Peut-être Alpha Condé, ça avait pris un peu de temps. Mais lui, je vous dis tout ce que je viens de citer là. C'est après quelques mois seulement de l'investiture. Le discours du 5 septembre, il est totalement sorti de ce discours. Bien. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord que quand on me dit qu'il est mal conseillé, tous les présidents de la République du monde sont conseillés. Mais quand même, il y a des règles, il y a des institutions. Il a parlé de la justice. Moi, seulement ça pouvait développer la Guinée. C'est le mal guinéen, ça. Maintenant et pour toutes les années qui devaient venir. Bien. La justice. La justice. La justice, elle seule peut développer la Guinée. C'est la justice qui peut développer un elle-même, pays. d'ailleurs. Et si on bâillonne cette justice-là aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de nous montrer, tout ce qu'on fait sort des droits humains et de la justice. Bien. Je pense qu'il est vraiment perdu. Bien. Il faut Aujourd'hui, dire. le président est perdu. Il faut le doit se rappeler, reprendre, hein. il faut l'interpeller parce que nous ne cesserons de le faire. Nous sommes un média de développement. Nous y tenons. Nous voulons que ce pays se développe, que les entrepreneurs soient en sécurité, que la justice soit vraiment la boussole de la transition. De problème en problème, nous quittons la conduite de la transition Non, et mais nous nous tu es- non, retrouvons mais tu es à la terrible. Fegui Foot. Oui, de problème en problème. Ça, la Fegui Foot, ce n'est pas le président Mamadi Doumbouya, mais c'est des Guinéens et des acteurs sportifs. Yaya Diallo. Ouais, Ce n'est pas le président. là. Ouais, de crise en crise, puisque c'est une des particularités de notre pays. C'est pour autant dire que au-delà du colonel, parce que ce qu'il faut signaler, c'est que, ouais, sous Alpha, on avait des problèmes. Alpha est parti, il y a le colonel Doumbouya aussi. On a les mêmes problèmes aujourd'hui. Donc, c'est pour autant dire que, en partie, nous-mêmes, nous constituons notre propre malheur. Parce que le Guinéen, à un certain niveau, nous sommes... Des génies. non, Des génies en création de crise. non, mais- Honnêtement. non, mais honnêtement, enfin, on est tellement dans l'égocentrisme que même si je sais très bien que vous êtes capable, en tout point de vue, mais puisque c'est vous, je me dis, ben écoute, je ne le permettrai en aucun cas. Donc je ne te laisserai pas passer. non, j'ai fait jeune réfléchir frère. de tout pour t'empêcher. Carrément. Et puis voilà, si c'est pas moi, c'est pas l'autre. C'est ce que je voulais dire en réalité. Donc on est dans cet état de fait-là. Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du foot, que ce soit dans les instances de prise de décision, c'est un peu ça. Ce sont ces petites crises liées à des individus qui font que on met frein à tout. Et puis voilà, donc malheureusement, c'est ce qui fait que ça ne bouge pas. Nous sommes dans une stagnation continue.
Et malheureusement, ça va au-delà du président, c'est nous Guinéens. Au niveau de la FEGIFOOT, parce qu'il faut rappeler que plus d'une vingtaine d'années, nous sommes dans une crise. Pour ne pas revenir dans les années passées, parce que ce n'était pas encore né, mais on a vu quand même un doyen qui a rappelé un peu les crises répétitives au niveau de cette FEGIFOOT-là. Alors, on avait cru comprendre qu'avec l'arrivée d'Antonio Soare, tout allait être complètement réglé, parce que c'était un monsieur qui avait investi beaucoup dans le secteur, mais avec lui, on a constaté un véritable fiasco du point de vue gestion. Et je crois que par après, on s'était rendu compte que c'était de la propagande. Et puis voilà, donc le professionnalisme et tout ce qu'on attendait de lui n'était rien. C'est ça la vérité. Alors après ça, on a mis en place le CONOR pour mettre fin à cette situation. Le CONOR, ça sous-entend une transition, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne comprennent pas le terme. C'est le comité de normalisation. Mais au lieu de normaliser, on nous a encore laissé dans la stabilité. Donc dans l'instabilité. Non, dans la stabilité de la crise, quoi. Ouais, en fait, très bien. Ils étaient venus pour normaliser et nous ont laissé dans la stabilité de la crise. Ouais, donc ils ont pris la crise avec Antonio, ils l'ont remis dans les mains de Mathurin. Mathurin maintenant qui gère avec le G47. Ouais. Donc c'est eux qui entretiennent, c'est les fleuristes de la crise, quoi. Donc on l'a aggravé, pour ainsi dire. Donc voyez-vous, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la première date, les deux premières dates, le 25 et le 26, on devrait quand même, le congrès électif devrait avoir lieu. On l'a empêché parce que le quorum n'était pas atteint. Ouais. On sait très bien qu'il y avait des gens tapis dans l'ombre qui ne voulaient pas, parce que si ce n'est pas eux, ça ne doit pas avoir lieu. Donc, et là-dedans... Et qui est venu comme médiateur? Je te laisse dire, ou bien tu as oublié? C'est le Premier ministre. Aïe, tu n'as pas compris. Le médiateur, c'est l'ancien président de la Fédération guinéenne de football. Désigné par le Premier ministre. Hein. Tu sais c'est qui? C'est Antonio Soare. Mais le Premier ministre aussi était dans l'autre. Oui, c'est lui qui a désigné. Le médiateur, c'est lui qui doit venir mettre fin à cette crise. C'est Antonio Soare, Mamadou Antonio Soare. Woika. Bienvenue en Guinée. Mais en plus, tu dis Woika. Oui, mais tu n'as pas d'abord eu mal. Mais toujours est-il que on accuse à Toro Arejo, le Premier ministre, d'être un des soutiens de Mathurin Bangoura. C'est pourquoi j'ai bien aimé, même qu'elle soit tardive, cette interpellation du président de la République. Elle est tardive. Le président aurait dû sonner... Non, mais il y a une immixtion qui doit... Attention, si le président s'y mixait, on allait avoir des problèmes à la Non, je ne parle pas de l'immixtion. Oui, c'est ça, c'est une immixtion. Non, c'était pour dire... Il devait laisser les gens la gérer. Le fait même de parler ou de s'impliquer, ça peut créer des problèmes. Non, c'est parce que nous risquons gros. Oui, mais on risque par endroit... Jusque-là, on risque gros. Non, mais on risque gros parce que par endroit, la FIFA nous a dit... Vous savez, en fait, c'est suite à cette interpellation de la FIFA qui a amené le président à dire... d'ici le 6, donc à partir du 6, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un congrès électif. Ouais. Parce que la FIFA nous a dit, le 7 janvier dépassé, la Guinée perd tout en termes de soutien de la FIFA, et bien éventuellement même nous risquons de ne même pas participer au niveau de la CAN. Donc voilà, voyez-vous, il fallait le faire en fait. Donc j'estime que le colonel l'a fait tardivement, parce que tous les trucs, encore une fois, il y a certains de l'exécutif qui s'y mixent là-dedans, pour une raison ou pour une autre. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que ça cède dans notre pays. Et pour les 3 qui restent là, parce que c'est déjà dit, les 3 dont les candidatures sont validées doivent prendre part. Je crois qu'il va falloir que ceux qui sont en charge d'organiser les élections soient honnêtes avec eux-mêmes pour le bonheur de notre pays. Est-ce que tu es sûr qu'on pourra organiser ce congrès le 7? Bien sûr. Et de journalistes. Oui. Bien. C'est toi qui le dis, on va se retrouver ici. Non, je le dis parce que celui qui doit le dire l'a dit. Finalement, je pense qu'on est dans un pays où personne ne respecte le droit. C'est pourquoi je le dis, pour des guerres d'ego, la Guinée perd souvent des opportunités qu'elle ne devait pas perdre. Et je pense que quand le moment vient pour que le président de la République se fasse entendre, qu'il le fasse. Bien. L'erreur du passé aussi, c'est de laisser des gens gérer des institutions avec humeur. Franchement, je pense que si tu n'es pas dans ton entreprise et que tu n'es pas dans l'entreprise de ton père, quelque chose qui est pour toute une nation,
Tu ne peux pas, par mauvaise foi, on le disait ici, faire perdre toute la Guinée des opportunités qu'elle ne devait pas perdre. Et que le président Sassé qui regarde ça sans réagir. Je pense que le colonel Doumbouya a bien fait. Le mal est profond. Oui. Akabe. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui pourrait empêcher la tenue de ce congrès. On va voir. Bien. Oui, le patron, l'inconditionnel de Akabe. Ouais, c'est un lustre de Kremlin. Nous, on n'a pas peur. Non, tout le boulevard est ouvert pour Akabe. Merci. Attendons de voir. Parce qu'il y a Sampul qui est lâché par ses soutiens. Merci de le dire. Il y a quelque chose de malheureux. Bon, merci quand même. Merci. La Fédération guinéenne de football, son premier problème, les gens ne le disent pas, le sport guinéen d'ailleurs, c'est les journalistes sportifs. Ouais. Le plus grand problème, c'est les journalistes sportifs. Les communicants. J'ai un ami, Itana Nabé, juste pour avoir un billet d'avion, aller couvrir des matchs à l'étranger. Non, s'il vous plaît, Dada. Attends, s'il vous plaît. Une mise au point. Les communicants. Je voulais te dire de ne pas les appeler des journalistes. Bon, des communicants sportifs alors. Voilà. C'est ça leur problème. C'est eux qui ont sémé toute cette pagaille au sein de cette fédération. C'est bien que le colonel... Ils ont participé. Oui, voilà. C'est bien que le colonel... Ils ont entretenu. Voilà. C'est bien que le colonel fasse une sortie pour mettre des ponts sur les i. Mais quand même, franchement, la Guinée, tout est à refaire. Ce paradis-là, ce paradis que je vois là, ce paradis-là, c'est difficile, je me limite là. Bien, il faut le dire, donc c'était l'essentiel de l'actualité de cette émission de ce vendredi de développement. Malheureusement, nous avons été lâchés à la dernière minute par notre invité, celui qui devait participer à nous accompagner au compte de ce numéro. Mais ce n'est que partie remise. La semaine prochaine, nous essaierons de l'avoir dans cette émission pour parler uniquement de développement comme vous avez l'habitude de nous recevoir les vendredis. Yaya Diallo, merci. Merci la Tigresse. C'est toujours le même plaisir. Merci à Akil Ali Badara. Merci. Merci à l'équipe technique du jour, à Baba Koivogi, à Sanso, à l'homme de nuit, l'enfant de Forêt Karia, Kandé Sankon, à notre réalisateur l'infatigable Michel Ouamounou, à notre grand frère de ce côté à la production Alpha Taïboussila, au directeur technique et à toute son équipe. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres numéros du scanner. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie, et restez surtout en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat.